Bonjour Rémi, et suivant la formule qu'on entend souvent dans le milieu de l'opéra, ma che bella voce. Oh, tu dis ça là pour me faire baisser la pression, c'est hyper adorable de ta part. Tu viens de l'opéra, toi. Oui, je viens de l'opéra, ouais. Donc, allez, si on doit retracer ton parcours en quelques mots, parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question de qu'est-ce que tu fais. Tu es chanteur, c'est ton cœur de métier historique, ton cœur, il bat sur le chant, c'est ça? Alors voilà, je crois que mon cœur est bas sur le chant, ça c'est une belle formule. Alors est-ce que c'est un métier? Oui, c'est un métier comme un autre, mais c'est au-delà du métier quand même, parce que quand on passe son quotidien à chanter, moi ça a été mon cas, puis maintenant je suis passé de l'autre côté de la barrière un peu, je fais des métiers, la formation est un métier, mais est-ce que sur scène on ça fait tu le fais métier, parce qu'il faut gagner sa croûte, non? Voilà, ouais, tout à fait, mais je continue à chanter, à chanter. T'es saltimbanque dans l'âme? Voilà, saltimbanque, ouais. Et c'est vrai qu'à 12 ans, tu vois, j'ai eu la chance d'aller voir le Barbier de Séville au théâtre des Champs-Élysées, et ça a été pour moi une révélation, parce qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi tu as eu envie de chanter? Et je le sais pas, parce que j'étais pas dans un univers chez moi qui était très pas de chanteur lyrique. Non, il y avait pas de chanteur lyrique à la maison, ça je peux te l'assurer, et même dans mes ancêtres non plus. Okay. Et donc la connexion est toujours très étrange, quand on peut se révéler tout d'un coup cette volonté, ce besoin de me sentir vivant au travers du chant. Et donc, tu as été artiste lyrique. Donc, à 12 ans, tu as la prise de conscience. Après, tu chemines, tu fais ta vie. Voilà, bon, effectivement, il faut cheminer. Alors, je n'ai pas été dans des chœurs d'enfants ou d'adolescents. Après, j'ai commencé à apprendre le chant. J'ai eu la chance de rentrer au chœur de l'armée française parce que je suis d'un âge où on faisait encore son service militaire. Donc, j'ai fait mon service militaire en chantant. Oh, t'as eu de la chance, Ah oui, j'ai eu vraiment de la chance. T'as pu cumuler. Il y en a qui disent j'ai passé tous les permis de conduire, mais toi, t'as exercé, pratiqué ce qui est devenu ta spécialité. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment été de la chance. Puis j'ai pu faire des choses vraiment exceptionnelles pour moi, en tous les cas à l'époque, avec les chœurs de l'armée française. Puis après, j'ai auditionné à l'Opéra Comique, dans lequel je suis rentré dans les chœurs. Et puis après, j'ai chanté un petit peu à droite, à gauche, dans des rôles de soliste, dans des rôles de choriste. Puis après, j'ai arrêté. Et puis je me suis tourné vers la formation en coach vocal, et puis aujourd'hui, effectivement, faisant de la formation sur ce qu'on appelle traditionnellement les soft skills, mais qui continue bien sûr d'inclure la voix et la communication au sens large du terme. Donc là, c'est ça qui t'amène sur ma route, voilà. Dans le cadre du podcast de l'APM, parce que tu es expert APM sur un sujet qui est la voix. Comment elle s'intitule? Comment l'expertise? Développer les potentiels de sa voix, la voix du leader, enfin on peut le marketer de différentes manières, mais effectivement, c'est vraiment faire prendre conscience de l'impact de la voix pour le cadre dirigeant dans son quotidien. Alors j'avoue, quand j'ai vu, parce que quand j'ai vu ton nom dans la programmation du podcast, je me suis dit, mais quelle évidence de travailler sa voix. C'est finalement l'outil sur lequel c'est un de nos plus petits dénominateurs communs à toutes et tous. On l'a tous, c'est indispensable et primordial. Et pour autant, on nous apprend ça jamais nulle part. Mais effectivement, c'est un des plus petits dénominateurs communs et c'est peut-être un des plus complexes dans ce qui va caractériser notre identité. C'est vraiment la voix, il y a deux caractéristiques. Il y a une caractéristique physiologique qui va faire qu'il y a des voix de femmes et des voix d'hommes, mais c'est une petite partie de l'identité. Okay. Finalement, ma voix, dans la manière qu'elle va se construire, se transformer, va vraiment porter l'incarnation de mon identité. En tout cas, va l'incarner, et ce, d'une manière sensible. Alors, c'est ça qui est toujours très irrationnel et puis un petit peu fantasmé, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne sa voix. Et là, ça ouvre tout un champ, effectivement, de crainte, d'appréhension, qui inhibe, finalement, ce rapport à son propre corps et qui empêche d'être pleinement dans l'expansion de soi vis-à-vis des autres. Alors, quand tu dis on ne sait pas, c'est les non-sachants? Est-ce que quand on est chanteur lyrique, qu'on a travaillé son organe, on parle d'un organe pour la voix? Oui, c'est un organe vocal. Oui, quand on travaille son organe vocal pendant des années, des centaines et des milliers d'heures peut-être, est-ce que son rapport à soi et à cet outil-là change? Ou est-ce que personne ne comprend rien à sa propre voix? Alors, il faut mieux quand même que le chanteur d'opéra comprenne certaines choses à sa propre voix, quand même. Même si on peut être au début à l'innocence, les mains pleines, ça arrive. Hein. Il y a des personnes qui arrivent avec un rapport physiologique très spontané avec sa voix. Et parfois, ce n'est pas évident parce que ça demande une prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Et ça, on peut le voir dans d'autres disciplines. Donc, effectivement, l'artiste lyrique, puisque c'est son instrument, il doit le connaître, il doit connaître son fonctionnement. C'est technique, il a un rapport technique à ça, avant tout. C'est voilà. Comme son instrument, tu as dit. Complètement. Et ça, c'est vraiment le mot. Il y a un rapport technique à l'émission vocale, qui caractérise l'émission lyrique. Car chanter comme un chanteur d'opéra, c'est une optimisation finalement technique de la voix. Mais alors, revenons à la question de l'identité, parce que tu as ouvert avec ça. Oui.
Donc, c'est finalement un de nos marqueurs d'identité les plus forts. C'est vraiment un marqueur sensible, incroyable, qui est lié à une onde acoustique. Et donc, en fait, le problème que l'on a avec la voix est un problème relativement contemporain, qui vient du fait qu'aujourd'hui, on s'entend enregistré. Et quand les gens ne se reconnaissent pas enregistrés, là, ils se disent, mais c'est une horreur. Alors que les autres, bien sûr, vous reconnaissent à l'extérieur de vous-même. Mais ça nous est tous arrivé, ça. Voilà. Je peux pas m'entendre, ma voix elle est horrible. Non, c'est ta voix normale. Et oui, voilà. Et puis, il faut s'en réjouir, parce que c'est une chance de parler. C'est vraiment une chance de pouvoir parler. Donc, effectivement, de ne pas reconnaître sa voix, eh bien, ça déclenche quand même un rapport à soi très étrange et quasiment parfois un petit peu anxiogène. Et ça, pour quelle raison on ne reconnaît pas sa voix ? Parce qu'on l'entend de deux manières, en fait. L'audition, elle se fait soit par l'extérieur, avec une onde acoustique qui arrive au tympan et qui va mettre en dynamique l'oreille interne. Mais cette oreille interne, elle peut être également sollicitée par les vibrations de la boîte crânienne. Donc ça, c'est ce qu'on entend quand on parle. Voilà. Et donc, quand tu as poussé ton premier cri à la naissance, le rapport physiologique avec ta voix s'est fait par cette perception interne. Et quand tu t'es entendu la première fois, tu t'es pas reconnu. Est-ce que tu penses qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, des vidéos où je suis en face dans ma caméra, que je publie et que je re-regarde dans un ego trip, est-ce que tu penses que ça va changer ? Que finalement, on a de plus en plus l'habitude, peut-être les nouvelles générations, nos enfants, ont de plus en plus l'habitude d'entendre leur propre voix parce qu'ils se l'enregistrent et qu'ils se la repassent. Là où pour nous, c'est moins naturel. D'ailleurs, quand tout à l'heure, tu as mis le casque et que tu as parlé dans le micro, tu as dit wow, je t'ai senti gêné. Et donc, je lui dis, même lui, il a ce rapport à sa voix. Est-ce que ça peut bouger, ça ? Ce serait intéressant de savoir s'il y a des études sociologiques là-dessus. Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, dans mon quotidien et dans mon environnement autour de moi, et j'ai deux filles, une ado et l'une un peu plus grande, et elles sont toujours gênées par le fait de ne pas se reconnaître enregistrées. Okay. Alors, bien sûr que tout le monde se contemple aujourd'hui sur son téléphone portable, mais on n'est pas conçu pour s'identifier à l'extérieur de soi. Donc, le problème demeure. Mais alors, à quoi ça sert tu parles de potentiel vocal. Tout à l'heure, tu as dit ce mot potentiel vocal. À quoi ça sert de comprendre quel est mon potentiel, de comprendre quelle est ma voix ? Est-ce que l'aimer ou pas l'aimer, c'est important ? Alors, il y a deux questions. Il y a effectivement l'aimer, pas l'aimer. Alors là, je vais répondre de manière vindicative. Il faut l'aimer, parce que le podcast est court. Donc là, je vais trancher. Il faut aimer sa voix. Il faut aimer sa voix. Voilà, c'est super important parce que c'est une chance de pouvoir parler. En fait, l'organisation vocale est d'une très, très grande complexité. De pouvoir faire des sons, c'est fantastique. Et puis, ma voix, en tant que telle, est une création culturelle, car chaque communauté humaine se distingue par une façon de parler. Et ce qui fait que j'ai la voix que j'ai, c'est que j'imite des voix autour de moi. J'imite des voix au sein de ma communauté. Donc, c'est une incarnation culturelle qui est super importante. Donc, il faut aimer sa voix. Et tiens, alors, excuse-moi, j'arrête pas de te couper, mais on est dans une discussion assez libre. J'ai une question qui me vient. Qu'est-ce que je dois entendre, comprendre, quand tu dis voix ? Est-ce que la voix, ça inclut la respiration ? Est-ce que c'est la tonalité ? Est-ce que c'est la force ? Est-ce que c'est les émotions que je vais te donner ? Est-ce que c'est ma diction, mon phrasé ? Est-ce que c'est l'accent que je vais avoir ? Est-ce que c'est le côté parler ou chanter ? Qu'est-ce que ça embarque, la voix, en fait, quand toi tu dis la voix ? Eh bien, c'est justement, tu vois, tu m'as pas coupé parce qu'au travers de tes questions, tu prolonges, tu commences finalement, tu réponds déjà à cette deuxième partie, c'est que ça me sert à quoi, ma voix ? Ça me sert à tout ça, finalement. Ça me sert à être. Et notamment, ça me sert à être dans la relation avec l'autre. Et donc, effectivement, de pouvoir, par exemple, modifier l'intensité de sa voix, de pouvoir mettre plus d'implication dans sa voix, c'est de garantir une qualité, alors le mot manque de lyrisme, mais une qualité de signal vis-à-vis de l'autre. Car le son de la voix humaine est un son animé. Donc, quand je parle à l'autre, il est vraiment nécessaire que ma voix contienne suffisamment d'harmonique, d'intensité, pour que la personne puisse finalement bien accueillir ma voix. Et là, c'est biologique, physiologique presque. En fait, peu importe les mots, c'est tout ce qui va se passer dans la vibration, quoi. Alors ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que pèse le mot dans la relation à l'autre ? Ça, c'est une question. Parce que dans la relation à l'autre, comme la voix est un son animé, je ressens avant de comprendre. Alors, le non-verbal va bien sûr impacter. On est en ce qu'on appelle multimodal. C'est-à-dire que quand je parle à l'autre, il ressent avant de comprendre. Tu es en train de me ressentir avant de me comprendre, et réciproquement. Ce qui fait que le son de la voix humaine, plus il va être engagé, plus il va être sincère, finalement investi, plus ma pensée sera plus explicite,
plus intelligible, et surtout que l'émotion qui est associée et qui est consubstantielle à la pensée sera perçue. Donc il y a des enjeux à s'investir correctement avec sa voix. Et ça se travaille, ça, alors? Ça se travaille, ça s'autorise surtout. Ok. Aussi. Première chose, c'est ça. C'est s'aimer, s'accepter, s'autoriser. Voilà. Ça embarque quoi, ça? Comment je fais pour m'autoriser? Déjà, c'est de développer une curiosité de soi, finalement. Ouais. Au travers, quand on travaille par exemple la respiration, quand on travaille certains exercices pour comprendre le fonctionnement de la voix, on va découvrir que la voix, c'est une vibration. Alors, comme la voix est un instrument finalement à vent et à cordes, et que cette vibration, elle joue un rôle essentiel puisqu'on est dans le son. Mais pour, je veux dire, une généralité, quand je dis les gens, en fait, les gens, parfois, c'est une vraie découverte pour eux de se dire « Ah oui, d'accord ». Je ressens une vibration au niveau des os de ma face, ou dans le voile du palais, ou dans mon buste, ou dans tout mon corps. Et ça, effectivement, la prise en compte de cette vibration, elle est déjà très importante pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que je vive depuis 43 ans sans en avoir conscience de ça? Mais parce que... Et j'ai même te dire, c'est pire que ça, c'est ce que je te disais avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est que j'ai même essayé, j'ai même fait de la chorale, j'ai essayé d'apprendre le chant, et je comprends rien, je comprends pas, ça me traverse pas. Comment ça se fait? Parce que, effectivement, quand on a échangé tout à l'heure, ça arrive assez souvent, c'est que l'enseignement du chant se base souvent sur beaucoup de métaphores. Et notamment dans les chorales, où ça va pas être forcément être le lieu où on va parler de technique vocale. Le chef de chœur, il va souvent parler par métaphore. Et ces métaphores peuvent manquer de précision pour comprendre ce qui se passe. Il faut rentrer un petit peu dans les détails pour vraiment en fait s'approprier, comprendre ce qui se passe dans le corps. Et donc si personne ne te le dit, tu sais pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que là, par exemple, quand je parle, l'air va passer entre mes cordes vocales. Les cordes vocales, c'est tout petit, ça fait entre 2 et 3 cm. C'est la raison pour laquelle, du reste, il y a des voix de femmes et des voix d'hommes. Nos cordes vocales, pour les hommes, sont un peu plus grandes, elles font 3 cm, et pour les femmes, 2 cm. Et finalement, cette caractéristique physiologique va faire que la voix est sexuée. Okay. Donc, l'air passe entre les cordes, et ça va faire un vombrissement. Et ce vombrissement, en fait, va être communiqué, bien sûr, c'est en synthèse, mais va être communiqué à ma boîte crânienne. On peut faire l'analogie avec le violon. Finalement, quand l'archet glisse sur les cordes du violon, ce qui fait le son du violon, c'est le corps en bois du violon qui va le créer, qui va donner les harmoniques. C'est bien sûr une métaphore et assez réducteur, mais on est un petit peu vraiment dans ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que l'air passe entre les cordes, ça fait un vombrissement. Ce vombrissement est communiqué à la boîte crânienne, il y a d'autres résonateurs, bien sûr, et ma voix se timbre, c'est-à-dire qu'elle devient avec des harmoniques. Et c'est ce qu'on est en train d'entendre, à la différence que si je parlais dans un chuchotement comme ça, où là, il y a principalement de l'air qui passe. Et là, elle se timbre. Là, il y a vraiment ma boîte crânienne, le voile du palais, ma langue, mes lèvres, tout ça vibre, mon larynx, tout mon corps, participe à la création des harmoniques. Et là, tu peux travailler pour intensifier la quantité d'harmoniques, la puissance de la voix. Qu'est-ce qu'on a comme variable d'ajustement là? Il y a plusieurs variables d'ajustement, effectivement, mais effectivement, sans transformer, notamment les rencontres APM, transformer les adhérentes et les adhérents en chanteuses et en chanteurs d'opéra, c'est de leur faire prendre conscience qu'effectivement, qu'on peut modifier assez rapidement l'intensité de la voix. Okay. Car on ne change plus l'intensité de la voix, et notamment à cause de l'avènement du micro partout aujourd'hui. Avant, assez traditionnellement, on pouvait parler beaucoup plus fort. D'abord, les voix n'étaient pas posées comme elles sont posées aujourd'hui, elles étaient posées un peu plus en hauteur. Donc, ce qui fait que les voix étaient un peu plus, comme je suis en train de le faire là, lorsqu'on entend des gens dans les années 20, dans les années 30, ils parlaient, dans cette métaphore, un peu plus haut, d'accord ? Ça, c'est dû à quoi ? Eh bien, c'était dû parce que quand je parle d'une manière un petit peu plus haut comme ça, je sais pas, je veux pas saturer le micro. Non, tu peux y aller, vas-y. Mais quand je parle un peu plus haut, en hauteur, comme je suis en train de le faire, finalement, la voix va avoir plus d'harmonique aiguë. Si elle a plus d'harmonique aiguë, elle peut s'identifier, se localiser plus aisément. Sauf qu'il y a cette façon de parler, et puis il y a cette façon de parler, là je caricature, là je suis vraiment en train d'appuyer ma voix dans le cou. Et aujourd'hui, on la met beaucoup dans ce qu'on appelle une voix laryngée. On grossit trop la voix. Et comme les gens se sont habitués à ce ressenti physique, eh bien, d'une part, ils fatiguent leur voix parce que leur voix est placée trop dans le cou, et ils ne modifient plus l'intensité parce qu'ils n'ont plus à modifier l'intensité à cause du micro. Et ça, le fait de la poser plus bas, c'est parce que... est-ce qu'il y a des... Tu disais les années 20, est-ce que c'est des courants de mode ? Parce que là, ok, t'as mis une réponse technique qui est de dire on a beaucoup d'artefacts qui nous permettent de nous aider. Ok ? Est-ce qu'il y a une dimension
mode, tiens, c'est stylé en ce moment de parler plus bas, ou je suis plus crédible aussi, ou je vais donner une impression d'être plus vieux, ou etc. Alors voilà, il y a des vraies croyances. Et effectivement, la crédibilité, elle passe par la voix grave. Ouais, moi je suis embêté, je peux pas vraiment trop la faire. Mais non, mais change pas, c'est pas ce qui fait la crédibilité. C'est pas la nature des harmoniques aiguës ou des harmoniques graves. Et en cela, le leadership n'est pas quelque chose de genré, l'autorité n'est pas quelque chose de genré. C'est beaucoup plus complexe que ça, justement. Et c'est qu'il faut bien faire prendre conscience aussi, et c'est vrai que là je refais de généralité aux gens, que ce qui compte avant tout, c'est l'état d'esprit qui va s'incarner d'une manière polymorphe dans sa voix. La belle voix n'existe pas, la voix du leader n'existe pas, c'est plus complexe que ça. Est-ce que tu as des exemples de leaders qui ont des voix insupportables ? Alors, je ne vais pas le dire parce qu'autrement, je prendrai des positions qui ne seront pas l'objet du podcast. Mais bien sûr que j'en ai. Mais ce n'est pas une question de voix, c'est une question de personne qui est en train de parler. La voix désagréable, ça n'existe pas. C'est ce qu'on représente. C'est l'intention, c'est ce qu'elle représente. C'est ce que représente la personne. Ça peut même être une stratégie de... Complètement. C'est pas une question de caractéristiques acoustiques qui va énerver, c'est ce qu'est la personne. La relation à l'autre est une relation irrationnelle. Mais on a tous entendu des gens qui, à un moment, je sais pas, vont te parler avec une voix très haute, qui va t'agresser l'oreille, et ça, c'est physiologique, non ? Non, c'est pas physiologique. Je suis sincèrement désolé. C'est une question d'interprétation. C'est la personne qui t'énerve. Voilà. Ok, super intéressant. Dans les questions naïves, j'en ai une là. Mon gamin me faisait remarquer la dernière fois qu'à chaque fois que je répondais au téléphone, je montais ma voix. Et que j'avais... Alors, il m'a dit en plus que j'avais une voix niaise et mielleuse, mais avec ces mots, il me l'a pas dit comme ça. Moi, je l'ai interprété comme ça. Mais surtout, effectivement, qu'il y a une espèce de... je sais pas, d'un coup, je monte vraiment la tonalité. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Est-ce qu'il y a des intentions dans lesquelles, je sais pas, en situation de stress, par exemple, on va avoir un tel comportement ou... On est complexe et on est multiple par conséquent. Donc effectivement, suivant certaines configurations, tu vas avoir une musicalité qui t'imprègne, qui te rassure ou qui est conforme aussi à ce que tu veux finalement donner comme posture de toi. Okay. Donc effectivement, la posture du Rémi, je sais pas moi, le 31 décembre avant qu'il y ait les 12 coups de minuit, ça va pas être la posture du Rémi que j'ai aujourd'hui pendant le podcast. Donc effectivement, ça va modifier certainement pose de voix. Ça peut même modifier la musicalité de la voix, car chaque communauté humaine a une musicalité qui lui est propre. On appelle ça la prosodie. Donc effectivement, effectivement, quand tu as commencé à parler, tu as monté un peu plus haut ta voix. Mais parce que c'est ton référentiel. C'est voilà, le Rémi qui fait les podcasts. Le Rémi qui fait les podcasts. Il parle plus haut. Il parle plus haut. Ben voilà. Mais ça ne change rien à la crédibilité du personnage. Okay. Est-ce que ça, un des enjeux, si je lis entre les lignes, mais peut-être que je me trompe, mais ça serait de se dire, en avoir conscience pour pouvoir le contrôler un petit peu, si j'ai besoin, ou en tout cas appeler, convoquer le Rémi qui m'arrange dans la situation qui m'arrange. Si je suis en situation de prise de parole en public, j'imagine que c'est un des cas que tu travailles en expertise. Bien sûr. Peut-être qu'il faut que je puisse convoquer celui qui me correspond à ce moment-là. Alors, c'est une jolie formule, ça. Écoute, si je peux me la réapproprier. Vas-y, réapproprie-toi. Quelle personne je convoque dans telle ou telle situation ? C'est une belle formule. Là, moi, dans les rencontres, finalement, en grande partie, ce que j'essaye de passer, et il y a beaucoup d'exercices qui vont se faire là-dessus, c'est que les gens s'investissent, que les adhérents et les adhérentes s'investissent plus physiquement avec leur voix. Ok. Ça, c'est vraiment... Donc ça se passe comment concrètement, ça investir plus avec ma voix physiquement ? C'est de s'autoriser à parler plus fort. Ok. Donc quand on fait des exercices... Station debout. Voilà, station debout. On imagine qu'il y a des personnes en face de soi, soit dans le cadre d'un discours ou d'une prise de parole où il y a plusieurs personnes, mais sans micro. Le problème, il est là. Justement, c'est de s'investir plus physiquement. Et quand on demande à des personnes de changer le paramètre de leur ressenti de leur voix, c'est extrêmement déroutant. Donc, par exemple, j'ai une échelle de 1 à 10 et je demande à la personne, là, vous êtes à quelle échelle dans l'intensité ? Les gens vont dire qu'ils sont à 5, mais en fait, non, ils sont à 2. Okay. Et donc, de les amener à parler plus fort, c'est loin d'être évident parce que tu touches là un repère de ton identité. Sauf qu'à l'extérieur, les gens disent, mais ouais, c'est beaucoup mieux. Super. C'était beaucoup plus impactant. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. T'es plus impactant et t'es beaucoup plus vivant, visible. Parce que comme nous sommes des êtres sociaux, il y a des phénomènes de mimétisme et de synchronisation qui sont très forts à l'oral.
Donc si je ne m'investis pas, je ne peux pas donner cette matière qui va permettre ces phénomènes de synchronisation de mimétisme. Je comprends ce que tu me dis. Tiens, je vais te partager une de mes frustrations d'adhérent APM. Ça fait 10 ans que j'ai la chance une fois par mois, pendant une journée, d'embarquer dans un univers qui n'est pas le mien. Et j'essaye d'en regarder des choses. 10 ans plus tard, ma frustration numéro 1, c'est que, par exemple, je sais que si je fais la journée avec toi sur la voix, ça va avoir plein de déclics sur moi, plein de résonances, tu vois, et que je vais avoir des prises de conscience. Que sur le moment, quand toi, tu m'actives bien, je vais même réussir à mettre en pratique. Et que quand je rentre chez moi, je prends conscience dans la voiture en général, ou le lendemain, la semaine d'après, que la liste des choses que je m'étais notées à absolument faire depuis cette expertise, ma vie doit changer, je ne dois plus, et il faut que je parle plus fort, etc., et bien, j'arrive pas à les actionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une expertise technique, ce que tu viens nous amener. Donc là, tu nous fais presque une électrochoc, prise de conscience avec douceur et tout ce qui va bien. Mais derrière, il faudrait passer quelques dizaines, centaines d'heures peut-être à pratiquer pour pouvoir finalement s'approprier ces concepts-là. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce Rémi frustré qui a envie de progresser sur sa prise de conscience de la voix ? C'est vrai que cette frustration, elle est aussi une dynamique dans la pédagogie. Parce que dans un processus pédagogique, quand tu prends conscience lors d'un exercice que tu es capable, tout d'un coup, il y a une précipitation de l'esprit. Tu veux tout de suite faire bien puisque tu as vu que tu étais capable de le faire. Oui. Donc, effectivement, dans les rencontres, parce que ce que l'on fait comme exercice, c'est un exercice facile que les gens s'approprient assez facilement et voient tout de suite les progrès. Et c'est tangible pendant la formation. Ouais. Donc, se disent, ah oui, je suis capable de... Mais alors, est-ce que je vais y arriver ? Alors c'est ça qui est la frustration, elle est que quand on est sur un sujet qui est quand même lié au développement personnel, à l'individu, il y a un temps long quand même sur l'appropriation. Bien sûr. Et donc il y a un empirisme dans la pratique où il faut régulièrement faire des tests, s'autoriser. Tiens, dans telle configuration, je vais essayer de faire ça. Dans telle configuration, je vais faire ça pour laisser le corps. Et dans la technique de lyrique, moi j'ai revu toute ma technique lyrique. Je suis aussi obligé de passer par de l'inhibition pour m'approprier certaines nouvelles techniques. Quand j'ai la nouvelle technique, je dis « Ah, ça y est, je l'ai !» Et puis après, je fais un air, je le perds. Enfin, il faut l'accepter. Ça fait partie du processus d'appropriation, cette frustration. Mais, quoi qu'il en soit, à partir du moment où il y a eu la prise de conscience, il n'y a plus de retour en arrière. Okay. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on s'inscrivra obligatoirement dans un progrès. Et comment je fais pour... qu'est-ce que je dois me noter dans mon petit calepin secret APM pour y penser la prochaine fois ? Est-ce qu'il y a des exercices, par exemple, que toi tu conseilles ou que tu vois, des choses de mise en pratique un peu, peut-être autour de la prise de parole en public, autour de quelque chose. Est-ce que tu as un ou deux outils que je peux mettre dans ma petite boîte ? Alors, la première chose à penser, parce que ça va vraiment être le plus petit dénominateur commun des rencontres, c'est l'engagement. Et cet engagement, il va être sur deux points qui sont consubstantiels, hein, vraiment. Le premier, c'est quel est mon état d'esprit quand je parle ? Mon intention. Mon intention, ça, les émotions, puisque l'oral est un temps sensible. C'est un temps irrationnel. Et le deuxième... Pourquoi ça, excuse-moi, juste sur l'intention, on essaie d'y penser avant et de se dire, je vais rentrer dans ce moment avec telle intention. Complètement. Et ça, c'est facile à faire. Et ça se prépare. Ouais, ça se prépare, mais c'est facile. Oui, c'est facile. Assurément, c'est facile. Mais encore faut-il se poser la question, dans quel état d'esprit je suis ? Dès que j'ai la prise de conscience, ça me vient. Mais on peut oublier de se le faire. OK. L'intention. Le deuxième, ça va être l'engagement physique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de vitalité à avoir dans la communication avec l'autre. Donc, c'est là, dans l'injonction, d'oser aller plus loin physiquement dans l'incarnation de sa parole. Je devrais les faire debout, là, les podcasts. On est assis sur des chaises hautes. Oui, on devrait les faire debout. Peut-être qu'on pourrait les faire debout, effectivement, et que ça pourrait peut-être mieux dynamiser le corps et la pensée du reste. Ah oui. Donc là, effectivement... Je vais me lever pour la fin. Tu m'as convaincu. Mais effectivement, tu vois, de s'autoriser à parler plus fort, parce que la crainte là-dedans, en fait, sur ce point-là précis, en fait, c'est l'exubérance. Ce qui va gêner les adhérentes et les adhérents dans la pratique de l'exercice les premières fois, c'est est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je parle trop fort ? On n'en parlera jamais trop fort, on parlera de manière engagée. Alors, pour les... Ah non, moi j'ai vu une plénière d'une convention APM où il y a une intervenante qui a parlé trop fort. Hein. De temps en temps, tu vois, c'est marquant, quoi. De temps en temps, tu vois une prise de parole qui passe un peu à côté, quoi. Donc, on peut quand même se tromper, on peut rater, on peut passer un peu à côté de son sujet. Mais alors, je sais pas tant qu'elle a parlé trop fort. Je suis sincèrement désolé. Moi, ça m'a gratté à ce moment. Tu veux dire ouais, c'est le personnage. C'est le personnage qui t'a énervé. Okay.
J'ai pas dit qu'il m'avait énervé, Enfin, j'ai pas de problème. Tu veux me mettre en difficulté avec la maison de la paix? Pas du tout. Non, non, c'était super. c'est irrationnel. Le contact à l'autre est irrationnel. Donc, Ok. on peut sentir certaines personnes et puis d'autres qui vous reviennent pas. On a le droit. De toute façon, c'est Et donc ça qui est finalement, ça irrationnel. nous appartient pas tant non plus que les autres vont ressentir. Donc autant essayer de se centrer sur soi, quoi. Alors, centré sur soi, il faut faire gaffe parce que la parole devient vite narcissique. C'est que effectivement, quand je parle, c'est de faire exister les gens. Et ma voix fait exister les gens. Donc quand Comment? je parle, la première chose, c'est bien sûr l'état d'esprit, mais c'est une volonté de rencontre et de dialogue. Autrement, la parole devient vite narcissique. Et ça, c'est physique. Non. C'est ça qui est... C'est ça, Et c'est la non. dimension. Et c'est là où on va voir toute la partie de l'état d'esprit et que ma parole se sertit de mon état d'esprit. Elle porte mon intention. Et ça, effectivement, c'est au-delà de la technique. C'est la puissance du mental qui va s'incarner dans mon corps. Et donc, si j'ai envie de m'écouter parler, et Dieu sait s'il y a plein de gens qui s'écoutent parler, c'est horripilant. Parce que ce qui va permettre la rencontre, ce qui va permettre de capter l'écoute, c'est de faire exister les gens. Il te faut combien de temps, Jean-Pierre, toi, pour détecter si la personne que tu as en face de toi dispose d'une capacité d'écoute ou n'en dispose pas trop? En tout cas, si elle est... Je sais pas, je sais pas, enfin, Tu t'es jamais posé la question? Non, mais c'est une t'es jamais question. posé la question? C'est une vraie question. Enfin, oui, je le sens vite. T'as un a priori, mais Bah tu oui, tu mais il faut que je ressens me vite. méfie de mes biais aussi cognitifs. Ah, bah, là-dessus. ouais, c'est question piège. On a la PM, Ouais, là. ouais, Hein, mais c'est attention, une- on cérébralise tout. Hein. Non, mais c'est une vraie question. Oui, je vais sentir si la personne est là ou pas là. Voilà. Mais moi aussi, il faut pas croire que je m'écoute pas parler. Ouais. Et peut-être que là, dans le podcast, les gens vont se dire qu'ils s'écoutent parler. C'est super désagréable. Écoute, en tout cas, c'est un éclairage hyper intéressant. On fait un petit détour par la respiration quand même. Oui, c'est Parce fondamental. que ça, c'est quand même Ouais. clé. Quand on parle de voix, on a toujours Complètement. respiration. Alors, Et la voix est un instrument à cordes et à vent. Et les instruments de musique, du reste, sont souvent une imitation de la voix humaine. Donc, la respiration va jouer un rôle essentiel. Ce qui fatigue parfois la voix, c'est que on ne pense pas à expulser de l'air. Effectivement, il y a une volonté d'expiration lorsqu'on est en train de parler. on retient son souffle des fois, peut-être. Oui, c'est ça, et donc ça crée des tensions. Enfin, Ok. on s'engage pas dans l'expiration. Ok. Alors, on n'est pas en train de souffler du verre, hein, quand même. Hein. Mais dans la parole, effectivement, il est important d'avoir cette volonté d'extérioriser sa voix et donc de l'associer à une expiration. Et effectivement, la respiration, c'est qu'on a une tendance à respirer un petit peu trop en hauteur, et que là, un type peut-être assez rapide, c'est que quand les gens qui nous écouteront seront allongés ce soir, ou s'ils nous écoutent Ils sont peut-être allongés, dans leur voiture. voilà, ils sont peut-être dans leur voiture, de regarder ce qui se passe au niveau de leur ventre quand ils prennent de l'air. Mais de s'observer, j'insiste bien sur ce côté de l'observation de soi en respirant, parce que quand on s'observe en train de respirer, on respire bien. Donc de sentir ce sentiment d'appui, cette perception, d'appui tout autour de la taille quand je prends de l'air, c'est une bonne perception. Les poumons se sont gonflés d'air, ils ont pris beaucoup de place, parce que dans le buste, les poumons, c'est énorme, et comme ils prennent de la place en se gonflant d'air, ils viennent appuyer sur toute la masse viscérale, etc. Donc voilà, ce qui est important. Moi, j'ai l'impression d'être toujours inversé par rapport à ce qu'on me dit. Oui, c'est... Il n'y a qu'une façon de respirer ou il y en a Ah plusieurs? non, il n'y en a qu'une. Enfin, on peut après, comme chez les yogis, tous les gens qui font du yoga, etc., respirer de différentes manières. Mais la seule respiration que l'on a optimisée, c'est celle de tous les jours sans y penser. Quand tu ne penses pas, tu respires bien. Quand tu bailles, tu ne peux pas inverser la respiration. Sauf que lorsqu'on est en train de parler, on va avoir tendance à récupérer une respiration un peu plus en hauteur. Et c'est ça qui vient en fait créer des tensions. Donc quand on inspire, il faut prendre le temps d'inspirer. Il faut conscientiser sa respiration en sentant cet appui tout autour de la taille. Ça, c'est déjà très bien. Mais il faut penser à ça. Il faut sentir son inspiration. Il faut prendre le temps de l'inspirer. On va devoir conclure cette discussion. Tout à l'heure, tu m'as dit, quand on parlait un peu avant, tu m'as dit ce qui est génial en ce moment, maintenant, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que la connaissance, elle est disponible partout, gratuitement, quasiment. Pas forcément gratuitement, mais en tout cas, elle est très, très facilement disponible. Où est-ce que je peux aller acquérir de la connaissance sur ton sujet de prédiction, la voix, et peut-être sur quelque chose qui va être assez applicable? Est-ce que tu as, je sais pas, toi, tu as une chaîne YouTube, Non, j'ai pas de chaîne YouTube. Des articles que tu vas lire, toi, tu fais comment pour... Non, pas toi, parce que toi, tu es un niveau expert. Mais moi qui suis pas un niveau expert, où est-ce que je vais pour trouver de l'information là-dessus? Écoute, il y a un auteur que j'aime bien parce qu'il vulgarise vraiment très très bien. C'est Jean Abitbol. Alors Jean Abitbol, c'est l'ORL des stars. Ah. Bon, voilà. D'abord, je dis des stars parce qu'effectivement, c'est ça qui le rend très médiatique.
sympathique, mais indépendamment effectivement du fait qu'il s'exprime très très bien, qu'il fait des livres très vulgarisés, c'est quand même un très grand professeur en tant qu'ORL. Et il arrive à faire des livres qui sont vraiment très très accessibles, assez multiples sur la voix, où il va parler de la voix parlée, de la voix chantée, la voix des femmes. Et je trouve qu'à chaque fois, moi je suis très aficionado de ces bouquins. Et puis le bonhomme est quand même, enfin voilà, tu vois, c'est complètement subjectif. Moi je le trouve très sympathique. Et donc, voilà qui je pourrais conseiller de regarder. Je sais pas s'il a des podcasts, mais il a beaucoup de livres. Jean Abitbol. Jean Abitbol. Génial. Pour conclure, avant qu'on se quitte, qu'est-ce qu'on peut dire aux adhérents, tu vois, le lapsus, qu'est-ce qu'on peut dire aux adhérents de l'APM pour leur donner envie de venir s'immerger là dans notre demi-heure qu'on vient de passer ensemble? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher? Attention, ce petit bout-là, je vais le couper et puis je vais le mettre sur les réseaux, c'est ce qui va donner envie aux gens de venir. Donc attention, il faut pose ta voix, mets la bonne intention, mets tout ce que tu as. Comment on leur donne envie de venir écouter? Qu'est-ce qu'il y a à venir piocher là-dedans? J'ai envie de leur dire d'ouvrir la porte du podcast, c'est de prendre conscience que parler, c'est une chance. J'insiste beaucoup là-dessus. Ah ouais? D'accord. Et que parler, c'est de se sentir vivant. Mais pas qu'avec soi, également avec l'autre. Donc au mieux, finalement, on va pouvoir prendre conscience de son potentiel vocal. Au mieux, on va pouvoir s'inscrire dans un dialogue avec l'autre où je me sens vivant dans cette communication. Et là, il y a de l'échange. Bah, ça fait super envie. Jean-Pierre, c'était un échange génial. Merci beaucoup pour cette immersion. Et tu sais, moi, tu m'as fait penser à Philippe Manœuvre dans ton phrase. Est-ce qu'on te l'a déjà dit ou pas? Oui, on me l'a déjà dit, c'est vrai, je t'assure, Evie. Là, c'est... j'ai pas les lunettes, je suis pas du tout rock'n'roll, hein, mais si, écoute, je suis plutôt flatteur parce que la personne est une belle personne et très passionnée, donc ça un me va. Un détachement souriant, tu vois, qui me plaît. Un grand merci pour cet échange, j'ai appris plein de choses. Super. Allez, à très bientôt, salut. Au revoir, Evie.